Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue au Centre de recherche sur la francophonie, sur les francophonies canadiennes, donc le CRCCF. Je me présente et je pense que vous me connaissez pas mal tous et toutes. Ici présent, Michel Bock, j'ai l'honneur d'être le directeur du CRCCF et de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence du midi qui nous sera livrée par M. Serge Dupuis, que voici. Né à Sudbury, Serge Dupuis, c'en est un autre qui vient de Sudbury. On fait des belles affaires à Sudbury. C'est un historien spécialisé en études franco-canadiennes. Il a fait ses études de baccalauréat à l'Université Laurentienne, ses études de maîtrise ici en histoire à l'Université d'Ottawa. Il a fait son doctorat à l'Université de Waterloo, ainsi qu'un stage postdoctoral à l'Université Laval. Il est membre associé de la CEFAN, c'est-à-dire la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, sise à l'Université Laval, en plus de diriger sa propre entreprise de consultation historique à Québec. Donc, il nous arrive de Québec, je pense, ce matin, carrément. Merci donc, Serge, pour ta présence. Serge est l'auteur de plusieurs livres. Je ne vais pas tous les nommer, mais je vais quand même vous donner quelques références. Son tout premier, qui a pour titre plus peur de l'hiver que du diable, une histoire des Canadiens français en Floride, publié chez Prise de parole à Sudbury en 2016. Je note que c'est un livre issu de sa thèse de maîtrise, justement, qu'il a fait ici à l'Université d'Ottawa, sous ma direction, et sauf erreur de ma part, Serge a été mon tout premier étudiant de maîtrise. Je pense que oui. Autre livre important, Deux poids, deux langues, brève histoire de la dualité linguistique au Canada, chez Septentrion en 2019. Plus récemment, Confronter, conforter et coopérer la Fédération de la jeunesse canadienne-française aux éditions David, paru en 2024 aux éditions David, et son plus récent ouvrage, vous l'avez derrière vous et vous pouvez vous le procurer. Les gens des presses de l'Université d'Ottawa sont là pour vous aider. Son titre, un livre écrit en collaboration avec Normand Carré, et qui a pour titre donc Le Moulin à fleurs de Sudbury, quartier ouvrier, territoire canadien-français, un livre publié cette année dans la collection Amérique française, qui est une coédition du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes et des presses de l'Université d'Ottawa. Je l'ai dit, le Moulin à fleurs, donc de Sudbury, c'est aussi mon lieu de naissance. Donc, je suis très heureux qu'on ait pu publier ce livre dans la collection Amérique française. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Serge en le remerciant encore une fois de sa présence. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci Michel, merci de l'invitation. Merci de votre présence aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être là puis de revenir à mon alma mater où j'ai permis les plus beaux souvenirs là, de ma jeunesse ici à Ottawa et en particulier à l'Université d'Ottawa et au CRCCF où je revenais périodiquement pour faire de la recherche sur les différents projets que je suis appelé à faire. Donc aujourd'hui, j'avais proposé à Michel, étant donné que cette conférence se double d'un cours de niveau 3000 et que vous-même vous préparez peut-être à vous plonger dans une première expérience de recherche fondamentale. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de commencer avec un atelier pour discuter des manières d'approcher un sujet sur un lieu, sur un espace, sur un personnage, pour ensuite vous parler de la manière qu'on s'est pris pour raconter l'histoire du Moulin à fleurs, parce qu'on me propose parfois des projets pour lesquels je pense que la connexion ne se fait plus. Ça se retrouve. Je vois plus l'image. Là, ça va réapparaître. Bon, bref, une série de modulations du temps. Donc, j'aimerais procéder en deux temps aujourd'hui en parlant des manières qu'on peut se lancer dans un projet de recherche et ensuite, comment on l'a fait avec le Moulin à fleurs. Et bien sûr, je vous raconterai l'histoire du Moulin à fleurs. Je veux faire un clin d'œil à l'oralité aussi. Donc, je partagerai des extraits des entrevues qui ont été menées comme source complémentaire aux traces écrites dans le cadre de ce projet. Donc, si je vous demande, est-ce que vous voulez vous lancer dans un projet? Vous voulez faire l'histoire d'une communauté. Quel serait le premier type de source auquel vous tourneriez généralement? Qu'est-ce que vous iriez lire en premier? Oui, monsieur Larrey. Ben, on regarde les sources écrites dans l'histoire. Mais même avant de se plonger dans les archives, qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on se renseignerait? Pour d'abord savoir quel type de sources écrites on veut inclure. Pensez à vos dissertations. Vous en écrivez encore des dissertations? Oh oui. OK, bon. Où est-ce que vous vous renseignez lorsque vous écrivez une dissertation en histoire?
Oui, madame? Ben, moi, la première chose que je fais, c'est que je cherche comme mon sujet d'intérêt sur la base de données de la bibliothèque. Là. Un Google au pire, Oui. là, comme. Oui, oui, c'est très bien. Il n'y a rien de mal à se renseigner d'abord sur Wikipédia si on est capable, mais il faut passer à autre chose par la suite. Le catalogue d'une bibliothèque, c'est une excellente idée. Catalogue d'une bibliothèque qui est pertinente, hein, donc dans notre cas, ça peut être l'Université d'Ottawa, mais si on s'intéresse à une localité, un village rural, un quartier, les bibliothèques publiques peuvent être des sources intéressantes. Qu'est-ce qu'on va trouver dans un catalogue de bibliothèques publiques, d'habitude? Ou un catalogue de bibliothèques universitaires? Est-ce qu'on retrouve des photos, des vidéos? Est-ce qu'on trouve du matériel en ligne ou du matériel physique? Les deux. Moi, un peu des deux, hein. Alors, on est quand même assez bien branchés, puis surtout pour les articles scientifiques, c'est généralement disponible en PDF. Donc, on a des articles. Et on a aussi, sur des étagères, derrière moi, des livres. Des livres. Ça peut être intéressant de se renseigner sur des sujets connexes. Si on veut se lancer dans un nouveau sujet, c'est d'abord pertinent de savoir ce qui s'est écrit sur ce lieu-là, sur ces individus-là, sur la région, afin de ne pas réinventer la roue. Hein, ça peut être très utile de vérifier si le sujet qu'on a en tête a déjà été fait. Dans un catalogue de bibliothèques universitaires, on va souvent trouver des mémoires de maîtrise et des thèses des mémoires de bac, des thèses de doctorat qui n'ont jamais été publiées. Hein? Mais dans le REOR de l'Université d'Ottawa, on trouve des thèses qui sont là aussi. Donc, de faire l'inventaire de ce qui existe dans l'environnement par rapport à l'histoire, ça peut être très utile pour se situer. Par la suite, vous l'avez dit, vous avez parlé d'archives. Comment est-ce qu'on choisit un fonds d'archives? Parce que vous savez, là, on a combien de mètres linéaires de documents au CRCCF? 2,4 2,4 km de documents rangés comme ça. On va se plonger là-dedans. Donc, pour aller voir ce qui existe. Si on veut faire de la recherche au CRCCF, par exemple, ça peut être très utile de voir le type de fonds qu'on a et d'écrire à Alice à l'arrière si l'instrument de recherche, on ne le trouve pas dans le site web. Ce que je fais quelques fois par année, parce que j'ai de la misère à trouver un instrument. Généralement, les fonds sont indexés pour nous dire, bon, c'est sur cette organisation-là, cet individu-là, cette localité-là, mais voici la somme des dossiers qui se trouvent à l'intérieur de ce fonds-là. Puis, il faut établir une stratégie, hein, une priorité, parce qu'il faut aller trouver une façon d'identifier le fonds le plus utile à notre sujet d'enquête. On peut aller prendre des photos, on peut aller prendre des notes. Moi, je trouve que c'est plus rapide de prendre des photos parce que lorsque j'ai cette copie-là, ça me permet de faire une vérification aussi, de relire la source à la maison. Et si jamais j'ai un doute, je peux aller me référer à la photo que j'ai prise de la source. Il y a des archives qui sont plus pointueuses par rapport à la reproduction de leurs archives. Le CRCCF est quand même très généreux sur ce front-là. Par la suite, lorsque j'ai fait un fonds d'archives, est-ce qu'il y a une autre source facilement accessible qui pourrait nous renseigner sur un sujet historique? Vous avez déjà lu les livres et les articles en ligne, vous êtes plongé dans un fonds d'archives. Quelle serait la prochaine source? Oui, monsieur à l'arrière? Témoignage. On peut arriver au témoignage. Moi, c'est mon numéro 5. C'est ma dernière source. Mais avant les témoignages, y a-t-il un autre type de source de traces écrites facilement accessible sur l'histoire de communauté qu'on ne trouve pas nécessairement dans un catalogue de bibliothèque? Les journaux. Merci, Mme Gilbert. Les journaux qui aujourd'hui, il y en a un certain nombre, qui sont océrisés, OCR, reconnaissance optique des caractères, qui permettent des recherches par mots-clés et des tris des résultats par pertinence. C'est comme Google. C'est merveilleux comme instrument parce que ça nous permet d'accéder à une quantité phénoménale de sources sur une série de sujets. Pour le moulin à fleurs, j'ai sans doute fait une centaine de requêtes
dans le journal L'Ami du Peuple pour me renseigner sur la vie sociale, religieuse, communautaire, commerciale, politique, culturelle, linguistique, et ainsi de suite. Vraiment, la quantité de requêtes qu'on peut faire dans ces instruments-là est formidable. On a vu que j'ai quand même identifié le fonds d'archives comme deuxième source d'importance parce que je pense que ça peut être important de raconter l'histoire d'une communauté, d'une organisation ou d'un individu de l'intérieur pour ensuite aller chercher un point de vue extérieur, celui du média, celui du journaliste qui a un micro et puis qui interpelle nos témoins. Souvent des témoins qui n'ont pas écrit, souvent des femmes qui n'ont pas écrit. Je reviendrai à cette question-là plus tard. Par la suite, on a parlé des témoignages, des entrevues qu'on peut faire. Mais il y a une autre façon d'aller chercher, de même mettre au monde des témoignages de façon quantitative. Ce n'est pas une méthode qu'on utilise beaucoup en histoire, mais en histoire contemporaine, on peut le faire. Des statistiques. Oui, c'est un type de statistique, mais comment est-ce qu'on va chercher des statistiques? Pour recenser. Oui, ça peut être des recensements, mais si on veut mettre au monde une information qui n'existe pas ou qui n'est pas accessible actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on veut connaître les intentions de vote de la population, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des sondages. On fait des sondages. Voilà. On peut programmer des sondages. À l'époque où je faisais ma thèse de maîtrise, j'ai mené un sondage à l'intérieur d'une communauté, d'un club, pour connaître leur perspective sur une série d'enjeux. À ce moment-là, on fonctionnait avec du papier. Aujourd'hui, il est possible de faire un SurveyMonkey, par exemple, ce que j'ai fait dans le cadre du Moulin à fleurs aussi, pour une raison très particulière. On était en temps de pandémie. Et en temps de pandémie, les archives étaient fermées et on ne pouvait pas rencontrer les vieillards. C'était particulièrement dangereux de rencontrer les anciens. Donc, il fallait aller chercher du contenu d'une autre façon. C'est un moyen d'aller chercher du contenu quantitatif, notamment sur des enjeux linguistiques, politiques, culturels. Je leur ai posé un paquet de questions par rapport à la langue qu'ils utilisaient dans leurs relations interpersonnelles, leurs opinions politiques, par rapport au syndicalisme, par rapport au Québec, par rapport à l'aménagement urbain de leur quartier. On a pu aller chercher des données quantitatives de cette façon-là. Et enfin, il y a les témoignages. Les témoignages peuvent être très utiles afin d'agir comme source complémentaire. Ça, c'est une prise de position en tant qu'historien plutôt classique qui se fie principalement aux traces écrites d'une époque comme étant, à mon avis, le meilleur moyen de reconstituer un contexte, de se replonger dans cette réalité-là sans les filtres du passage du temps qui colorent forcément la mémoire et les souvenirs. Ça ne veut pas dire que les souvenirs et la mémoire n'est pas utile. C'est juste une autre manière d'accéder à l'histoire. Et il y a des gens de l'oralité, comme Florence Descamps, par exemple, qui vont affirmer que l'oralité, c'est la vraie histoire. On accède à l'histoire telle qu'elle est racontée par le peuple de cette façon-là. Je ne suis pas de cet avis-là, parce que je pense que de se fier principalement sur la mémoire, ça vient aussi avec son lot d'écueils et de risques. Il faut être prêt aux aléas de la mémoire, des préférences, des tours qui peuvent être joués par la mémoire aussi, et des manières que les gens mettent en récit leurs histoires. Moi, je dis souvent, dans le témoignage, on va aller chercher le sens derrière les choix et les événements qu'ils ont faits en tant qu'acteurs dans le passé, même s'ils vont se tromper dans la séquence des événements et les dates. On va chercher autre chose dans le témoignage. Et ça peut agir comme source complémentaire pour nous éclairer sur les angles morts des traces écrites. Et c'est de cette façon-là que moi, je me sers de l'oralité. Je trouve que c'est une expérience aussi qui est nettement plus agréable de part et d'autre pour aller chercher du contenu qualitatif parce que mes questions sont nettement plus informées lorsque j'ai à peu près lu la totalité des sources écrites importantes d'une époque. Je mène des entrevues semi-dirigées, un peu en partie parce que je n'ai pas le choix. Lorsqu'on rencontre un témoin qui a envie de raconter des histoires, il peut te lancer un monologue de 45 minutes avant que tu aies eu la chance de poser une première question.
On n'a un peu pas le choix, il faut le faire. On ne peut pas s'en tenir à un questionnaire. À moins qu'on veuille faire du contenu quantitatif. Mais comme j'ai dit, moi, je suis plus à l'aise à faire un sondage où on cherche à aller chercher plusieurs histoires de vie. Dans le cas de Moulin à Fleurs, on a recueilli par Facebook, je crois, 272 réponses. Donc, c'était important. On ne voulait pas du contenu qualitatif tant que ça. On voulait pouvoir mesurer un certain nombre de choses par rapport à la vie sociale et communautaire dans ce quartier-là et la manière que ça évolue. On avait une rubrique pour ajouter des commentaires à la fin. C'est à ce moment-là qu'on nous a parlé de loisirs, de hockey, de mauvaise gestion, de l'aménagement urbain, et ainsi de suite. On a pu aller chercher du contenu qualitatif comme ça, mais le sondage, c'était vraiment pour le côté quantitatif. Est-ce qu'il y a des sources qui sont plus fiables que d'autres, vous pensez? Est-ce qu'il y a des sources, parmi les sources qu'on a nommées, est-ce qu'il y a des sources auxquelles vous feriez plus confiance que d'autres? Parmi les études secondaires, les archives, les livres, excusez-moi, les sondages ou les entrevues. Est-ce qu'il y a un type de source qui est plus fiable? Est-ce qu'il y en a qui ne comportent aucun risque? Il faut toujours approcher les sources avec un certain jugement critique, de voir en fait d'où vient cette source-là, qui est en train de la produire, quelle est son intention en la produisant. Est-ce que c'est de refléter adéquatement la réalité ou est-ce que c'est de faire des relations publiques? Est-ce que y a des biais qui ont coloré l'interprétation de ce sujet historique-là, soit à cause de son époque ou à cause de certains biais de l'auteur, qui font que on ne va pas tout acheter. Idem dans le sondage. Est-ce que c'est possible qu'il y en a qui mentent dans le sondage? Selon les recherches, il faut avoir intérêt à mentir pour mentir d'habitude. Et si on est en train de donner son temps bénévolement pour répondre à un sondage, on risque de représenter plus ou moins honnêtement ce qu'on fait et ce qu'on pense. Mais ce n'est pas infaillible. Idem pour les entrevues. Si on rencontre une partie neutre qui peut décrire des événements, ça peut être très correct, mais ça reste sa vérité. Si le témoin a un agenda ou est une personne qui a été blessée par certains événements, ça peut être très difficile d'aller chercher un témoignage qui n'est pas marqué par cet engagement-là ou cette blessure-là. Ça m'est déjà arrivé que je suis allé chercher un témoignage, j'ai rencontré quelqu'un de blessé. Il va falloir que j'aille chercher cette information-là ailleurs. Il faut toujours avoir un jugement critique par rapport à nos sources et il y a toujours des risques. On nous pose des fois la question par rapport à la réalité. Est-ce qu'on est en train de créer des sources? Moi, je dirais qu'on est en train de les mettre au monde parce qu'on n'est pas en train de forcer l'intervenant de dire quoi que ce soit. On pose nos questions. On veut s'assurer que ça se passe dans un environnement qui est convivial, qu'on établisse un rapport de confiance avec eux. Et en même temps, on doit quasiment aller plus loin que le journaliste parce que si on est dans un espace d'intimité, le témoin oublie que l'enregistreuse est allumée. Puis parfois, ils ont des histoires douloureuses à raconter par rapport à leur enfance, par rapport à des traumatismes. Et ce sont des choses qui ne se transcrivent pas, même si on a la permission de le faire. En principe, on a la permission de le faire. Sauf qu'on doit s'imposer, je pense, au niveau éthique, l'idée qu'on cherche à conserver leur dignité, donc n'importe quoi qui porterait atteinte à cette dignité-là ou qui serait de nature diffamatoire envers d'autres individus, on ne peut pas vraiment le transcrire. C'est peut-être un indice, cela étant dit, pour aller creuser une question dans les traces écrites, surtout si c'est de nature délicate. Et c'est à ce moment-là souvent que je vais faire d'autres vérifications dans les journaux ou dans les études secondaires, mais surtout dans les journaux, pour essayer de me renseigner autrement, en me disant, cette partie-là du témoignage, pas trop sûr, je vais aller vérifier. Et moi, je privilégie toujours la trace d'époque qui a été produite sans l'intention nécessairement qu'elle soit analysée par un historien
75 ans plus tard, mais tout en reconnaissant qu'elle n'est pas infaillible. Les journaux ont leur biais aussi. Dans le cas de Sudbury, l'Ami du peuple, c'est un journal nationaliste, ouvrier, de centre-gauche à peu près. Le Voyageur, c'est un journal conservateur au début, religieux, un peu plus orienté vers le centre-droit. Ça colore la manière qu'on informe de l'actualité. On ne le sait pas toujours, mais les sources secondaires, s'ils ont parlé de ces sources-là, peuvent nous donner ces a priori-là. C'est-à-dire, oui, cette information-là peut être utile, mais avec des bémols. Il y a peut-être des limites, il y a peut-être des sources qui sont de qualité moindre. Il faut le prendre en compte. Idem pour un journal anglo-protestant comme The Sudbury Star, qui en a rien à cirer pour les revendications de la communauté francophone. Historiquement, bien sûr, je pense en 2025, ils ont un reporter qui parle d'affaires francophones aujourd'hui, qui sont plus nuancés. Mais à une époque, c'est une source qui peut être extrêmement biaisée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est toujours dans l'erreur. Elle peut raconter une dimension des dynamiques du passé, de la réalité, qui peuvent nous être très utiles, mais qui est racontée par le prisme de ces biais cognitifs-là. Donc, quand on rassemble des sources de différentes natures, je trouve qu'on se rapproche d'une reconstitution jamais exacte, mais plus proche des dynamiques du passé. Pour dire que ce sont des représentations, hein, ce sont toujours des représentations. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire rien, mais il y a toujours des limites aux différentes sources. Dans le cas du moulin à fleurs, c'était un projet où les sources à utiliser n'étaient pas nécessairement évidentes. On avait des études secondaires. L'historiographie franco-sudburoise avait beaucoup porté sur l'histoire des institutions, l'histoire des villages environnants, des études sociolinguistiques sur les choix linguistiques des individus, sur les mouvements artistiques, les mouvements de jeunesse. Il y avait... Oui? Au cas où ça s'éteint. OK, oui. Attendez, on va prendre ça. Donc, lorsque Normand Carré, qui est un fils du quartier, qui est psychiatre des enfants à Halifax aujourd'hui, je voudrais travailler sur les Jésuites ou sur notre milieu d'origine. Je lui avais suggéré, écoutez, il n'y a pas une histoire complète qui a été faite du quartier ouvrier, qui s'appelait le Moulin à Fleurs, qui a été faite. Il faudrait voir comment on s'y prend. Mais j'ai suivi cette logique-là. Je suis allé voir ce que les études secondaires avaient dit, quel type de sources primaires qu'on pouvait faire percoler de ces sources-là. Le fonds d'archives, on aurait pu faire différents choix. On aurait pu utiliser les archives municipales, on aurait pu utiliser les archives de la paroisse, on aurait pu utiliser les archives des Jésuites. On n'a pas fait ces choix-là parce que dans 2 cas, on n'y a pas eu accès. On a demandé à la paroisse, on nous a dit non. Aux archives des Jésuites, on nous a dit le fonds n'est pas prêt. Donc, voilà, 2 possibilités qui avaient disparu. Les archives municipales, on a décidé de ne pas y aller parce que ça semblait comme un travail monstrueux. Il y aurait eu trop d'archives, puis en fait, peut-être une information un peu trop étroite pour raconter une vie de quartier. Alors que dans ce cas-là, on aurait plutôt parlé d'enjeux d'aménagement urbain. Ça ne voulait pas dire que ce n'était pas un enjeu dont on n'allait pas parler, mais on a inclus des sources primaires, des études sur l'aménagement du quartier qui ont été produites par la municipalité entre les années 60 et les années 2010. Mais on voulait pas, on s'est dit que c'était peut-être pas le meilleur fonds d'archives. On a privilégié le fonds de la gardienne de la mémoire du quartier, qui s'appelait Janine Larcher-Lalande. En fait, elle est décédée 3 semaines après le lancement de notre livre. Elle a eu la chance de voir le livre avant de décéder. Donc ça m'a fait chaud au cœur de savoir qu'elle a pu voir le résultat parce qu'elle berçait ce rêve-là depuis un certain nombre d'années.
de produire une monographie, mais elle est restée au niveau là, de la collecte des données, puis au fur et à mesure que cette nouvelle-là se répandait, les gens lui remettaient des choses, lui remettaient des photos, lui remettaient des notes manuscrites sur l'histoire des familles. Donc, elle avait à la fois des dossiers sur la vie religieuse, sur les loisirs et sur chacune des familles canadiennes françaises qui avaient vécu dans le quartier. Il y avait des photos, des coupures de presse, différentes choses. Mais c'était un fond qui, qui faisait pas 2 kilomètres de long, là, mais sans doute qui faisait 3 ou 4 ou 5 étagères ici, de fond qui était spécifiquement sur l'histoire du quartier et sur l'histoire catholique et canadienne française du quartier. On s'est dit, c'est probablement ces dimensions-là qu'on veut aller chercher dans cette histoire-là. Ça a été un fond formidable, mais il y avait des angles morts pour certaines périodes, pour certaines questions plus délicates. C'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers les journaux. Et l'avantage qu'on a eu à ce moment-là, c'est qu'on avait quand même un certain nombre de journaux qui étaient ossérisés. Dans le cas de Sudbury, on en avait 3. Northern Life, qui était un tri-hebdomadaire, en tout cas, un journal qui paraissait 3 fois par semaine. Et les journaux de langue française de 1942 à nos jours, L'Ami du peuple et Le Voyageur, qui avaient été ossérisés, qui permettaient des recherches par mots-clés. Ce qui nous a permis d'élargir de beaucoup le corpus documentaire sur une variété d'époques. Pas sur les premières années, parce que Sudbury n'a pas eu de presse francophone avant 1942. À ce moment-là, on s'est rabattu sur le Sudbury Star, puis les vieux instruments, des index, puis des microfilms. Mais c'est sûr qu'on a trouvé moins de contenu avec ces instruments plus anciens. Comme je l'ai dit, le sondage, c'était pas prévu au départ, mais on a lancé la recherche en 2019, puis on a eu du mal à rejoindre des gens en 2020. Donc, le SurveyMonkey s'est révélé comme une option intéressante pour aller chercher des données quantitatives, surtout que les archives étaient fermées pendant 2 ou 3 ans aux chercheurs externes à plusieurs endroits. C'était pas évident d'aller chercher de nouvelles informations. D'ailleurs, avec Mme Larcher-Lalande, je me rappelle qu'on allait chercher ses boîtes, parce qu'elle avait 85 ans, c'était chez elle. Elle nous les laissait sur le perron. Elle nous appelait, puis là, on allait chercher les boîtes comme ça, on les mettait dans la voiture, on les ramenait sur le perron, puis là, ensuite, elle allait rentrer à la maison. Puis, bref, c'est le type de choses pour la distanciation physique qu'il fallait faire pendant la pandémie. Donc, avec tout ça, on a mené moins d'entrevues que ce à quoi on s'attendait. Et contrairement à l'habitude que j'avais eue de mener des entrevues 1 à 1 chez l'individu, on a commencé à faire des entrevues au téléphone. Bon, on peut se dire, ouf, est-ce que ça va être plus lourd? Est-ce que le rapport de confiance va être suffisant? J'ai eu l'idée d'établir des appels à 3 et d'avoir une personne de confiance sur la ligne. Donc, avec Mme Janine Larcher-Lalande ou avec Pauline Carré-Villeneuve, qu'on va entendre tantôt, Mme Larcher-Lalande, c'était sa fille qui était sur la ligne. C'est très utile d'interviewer une personne âgée qui est peut-être moins confiante par rapport à ses souvenirs, en compagnie d'une fille ou d'une autre personne de confiance qui peut lui rappeler des souvenirs ou des histoires, compléter des histoires. Puis j'ai fait ça récemment avec Sylvie Lamoureux et son père Adrien, qui avait été impliqué dans le centre des jeunes de Sudbury. C'est ça, sa mémoire fléchissait, il n'était plus trop sûr s'il pouvait participer. Sylvie a fini par fournir 60% là, du contenu de l'entrevue, mais ça nous a permis de reconstituer des histoires quand même assez complètes par rapport aux souvenirs qu'il était en mesure de livrer en ce moment et les souvenirs qu'il avait partagés avec sa fille au fil des ans. Donc, la logique de l'appel à 3, c'est un peu ça, c'est que c'est Mme Larcher-Lalande, elle a 87 ans, sa mémoire est plus aussi fiable qu'elle ne l'était. Avec sa fille, on a pu compléter puis préciser le témoignage. On a fait la même chose avec Pauline Carré-Villeneuve, non pas parce que sa mémoire fléchissait, mais parce que c'était son neveu qui était sur la ligne. Puis lui encore, il pouvait lui poser des questions complémentaires. C'était comme un deuxième intervieweur qui pouvait rajouter ou relancer sur des questions. Puis je pense que ça a donné quand même un assez bon résultat, même si ce n'était pas l'approche classique de l'entrevue chez l'individu en personne. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais partager par rapport à la méthodologie dans ce
cas-ci. Levez la main si jamais vous avez des questions. Mais j'allais vous parler juste. Oui, vas-y, Anne. Pour les historiens comme vous, Oui. est-ce qu'il y avait un employeur important, une grande entreprise, où les gens du quartier travaillaient? Est-ce que ça aurait pu être une source, leurs archives, si ça existait? Je connais pas ça. Il y en avait. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de petits commerçants. Donc, beaucoup d'épiceries locales, des services spécialisés parce que tout se faisait à pied à ce moment-là. La prolifération de l'automobile familiale ou personnelle, c'est un phénomène des années 60. Avant les années 60, souvent des frères, des beaux-frères se partageaient une automobile. Puis avant ça, il n'y en avait pas, c'était le transport en commun. Donc, on faisait beaucoup de choses, on faisait nos courses à pied. La vie était vécue à pied, dans un périmètre de 2 km. Puis là, vous regardez cette photo-là depuis tantôt, je peux peut-être vous l'expliquer. C'est une photo aérienne de 1946 de Sudbury. Donc là, vous voyez la roche qui est partout. Hein? C'est dur de trouver des espaces pour s'installer, pour installer une ville. Ici, on a, pour ceux qui connaissent Sudbury, c'est la route 17 qui quitte Ottawa, qui devient ce qu'on appelle le Kingsway. La ruelle qui traverse la ville d'est en ouest. Ici, vous avez le centre-ville et le secteur Borgia, dont je vais vous parler tantôt. Mais le cœur institutionnel canadien-français, c'est vraiment installé ici. Paroisse Sainte-Anne, Orphelinat Diouville, Hôpital Saint-Joseph, École Saint-Louis de Gonzague, sur ce qui est aujourd'hui le boulevard Sainte-Anne et la rue Mackenzie. Le siège social du diocèse de Sault-Sainte-Marie s'est installé là, c'était pas en 1904, mais en tout cas, il était là depuis un bout de temps. Les premiers Canadiens français se sont installés là, mais les Jésuites avaient fait l'acquisition d'une plaine ici, vous la voyez, encore entourée de montagnes de roches sur 3 des 4 flancs. Ici, c'est un étang qui est massif. On avait fait l'acquisition de ce terrain-là en 1886. Et entre 1902 et 1946, on a peuplé la plaine. Donc là, ici, on est presque rendu là, au paroxysme du quartier. Les rues sont pas mal toutes développées. Le Collège du Sacré-Cœur de Sudbury, la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, la rue commerçante principale, Notre-Dame. Puis ici, je crois, c'est la King, École Saint-Joseph, École Nolin. L'École Sainte-Marie est là aussi. Il y avait un certain nombre de Canadiens français qui travaillaient dans les mines, mais les Canadiens français ayant des options au niveau de leur parcours professionnel ne restaient pas longtemps à la mine. En fait, au début du siècle, Paul Dellariva avait étudié ça. Il disait que le Canadien français moyen restait 3 mois à la mine, je pense. Ils revenaient de temps en temps, mais pour eux, si l'agriculture, la foresterie allait mieux, ils n'allaient pas endurer là, les ordres des patrons britanniques puis se faire traiter comme des porteurs d'eau. Donc, lorsqu'ils avaient d'autres options, ils ne restaient pas dans la mine très souvent. Il y a eu un commerce, la Berge Lumber, qui avait entre 50 et 100 employés à la fois. Ça aurait été une source intéressante. Je ne sais pas si ces archives-là existent encore, parce que l'entreprise a été vendue. Monsieur Laberge est devenu très riche. Il a été maire de Sudbury. Et là, il s'est fait menacer d'extorsion 3 fois dans les années 50. Dans le genre, faut que tu me déposes une enveloppe de un tel montant, là, sinon ta vie est en danger. La 3e fois, il s'est écœuré puis il a acheté une ferme au Québec. Puis il est parti. Donc, mais la Berge Lumber a continué d'exister jusqu'en 1977. Donc, il a gardé l'entreprise, mais elle a fermé devant la concurrence d'un cahier un peu plus grand. Donc, ça aurait été une source intéressante, effectivement. Ce serait un beau projet, d'ailleurs, si on trouve ces archives-là. Mais je ne sais pas si elles existent encore. Mais on pourrait peut-être le reconstituer par les journaux. Mais c'est un bon, mais ça aurait été un autre choix. Ça aurait été un choix de l'histoire ouvrière. Oui, monsieur? Oui, dans le cas où les entreprises que ça les ferme, est-ce que le gouvernement est d'un recours pour reconstituer des sources comme ça? Il y a parfois des archives d'entreprises qui sont remises aux archives publiques à Toronto, mais pas souvent.
j'ai travaillé sur l'histoire de la couleur lumber, puis ce que j'ai pu trouver aux archives provinciales, c'était les registres forestiers. J'ai pas trouvé de documents sur l'entreprise comme telle. Il y a une partie de ces documents-là pour lesquels il faut obtenir la permission du détenteur des droits, détenteur de l'entreprise. Puis parfois, on nous demande de trouver un individu qu'on ne sait même pas s'il est encore vivant. Ça peut être très compliqué, les archives d'entreprises privées. Puis là, souvent, c'est ça, faut passer par des canaux informels pour trouver ces ressources-là. Dans le cas de la Goulard Lumber, il y avait c'était pas leurs archives, mais ils avaient remis les archives d'un concurrent qu'ils avaient acheté en 1965 à la bibliothèque publique. Donc, les archives peuvent se retrouver à toutes sortes d'endroits aussi, là. Puis ça peut être surprenant parfois. Parfois, il faut poser la question aux experts aussi, saurais-tu où ça se trouverait, ça, une archive comme ça? Puis puis on discute avec des archivistes, puis on finit par trouver des sources intéressantes. Mais parfois, elles n'existent pas. Il ne faut pas oublier que, surtout quand c'est des archives privées, lorsqu'il y a un déménagement, lorsqu'on a besoin de faire de l'espace, on n'a pas toujours le réflexe de léguer ces archives-là à la bibliothèque publique ou à un centre de recherche comme celui-ci. Souvent, ça aboutit à la poubelle. Donc, c'est l'histoire qui se perd. Mon hypothèse, c'est que les archives de la Berge Lumber n'existent plus. Mais, si jamais vous les trouvez, ça me fera plaisir de voir où elles sont et ce qui se passe. Je voulais vous parler brièvement de ma méthodologie comme historien, comment je m'y prends pour écrire un livre. Souvent, j'essaie de comprendre, en fait, développer une problématique, peut-être qui est important à comprendre dans un environnement comme celui-ci. Quelles sont les questions que des historiens, des sociologues, des politologues, des géographes se sont posées par rapport à cet enjeu-là. Généralement, je m'en tiens à deux concepts, puis c'est pas pour alourdir le texte, mais c'est pour informer ma lecture puis mon interprétation de ce sujet-là. Donc, dans le cas, par exemple, de Goulard Lumber, qui est une entreprise, c'est une famille et c'est une entreprise familiale en foresterie, je me suis tourné vers des concepts en management qui sont le familiarisme, une culture d'entreprise, et le principe du challenger pérenne, une entreprise qui perdure dans le temps, là où ses concurrents ont été achetés ou ont fermé leurs portes. Dans le cas de l'histoire de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, j'ai terminé l'an passé, c'est un organisme, une fédération nationale qui mène des dossiers politiques et qui souhaite aussi amener les jeunes à s'affirmer comme francophones. Je me suis dit à ce moment-là que c'était le cheminement culturel, des questions identitaires et de renforcement de culture francophone hors Québec et la notion d'habilitation politique pour amener ces francophones-là qui seraient éveillés à leurs particularités et leur réalité, à poser des gestes politiques envers le développement politique et institutionnel de cette collectivité-là. Dans le cas du Moulin à Fleurs, je me suis référé à un débat qui avait eu lieu entre un sociologue et un historien de Sudbury, Donald Denis et Gaétan Gervais, qui avaient écrit des essais dans les années 70 et 80 sur leur interprétation de l'expérience historique des Canadiens français de Sudbury. Une interprétation qu'on pourrait dire marxiste du côté de Denis et nationaliste du côté de Gaétan Gervais. Puis je me suis dit, dans un quartier ouvrier canadien-français, il me semble qu'il y a de la place pour valider, confirmer, nuancer les hypothèses qui ont été émises par ces deux professeurs-là dans un laboratoire où les deux questions, la question sociale et la question nationale, sont indissociables. Et il y a tellement de recoupements entre les deux qu'il fallait un peu offrir une réponse à ce débat-là pour voir comment ces exercices théoriques-là se testent sur le terrain de la réalité.
Donc, je me suis aussi inspiré d'autres ouvrages, notamment sur l'aménagement de l'espace, les travaux d'Anne Gilbert sur l'espace franco-ontarien et l'espace urbain, mais aussi des histoires de quartiers telles qu'elles ont été faites, par exemple, à Québec, sur le quartier Saint-Roch avec Dale Gilbert, et aussi une histoire d'une communauté, de la communauté ukrainienne de Sudbury, Stacy Zembrzycki, qui avait fait qui avait fait beaucoup d'histoires orales et qui se posait des questions de territorialité. Donc, avec tout ça, je me suis dit, bon, encore, c'était les sources secondaires. C'est de cette façon-là que j'ai cadré mon introduction. Et avec ces questionnements-là, ben, ça colorait la manière que j'allais m'informer lorsque je recevais des sources, lorsque je faisais des choix de sources, pour essayer de répondre, de raconter l'histoire de ce quartier-là, tout en répondant aux questionnements des chercheurs qui ont observé des enjeux connexes avant moi. Lorsque j'ai ces sources-là, j'ai une méthode très particulière. J'utilise le concept de fiche, mais je fonctionne au papier. C'est-à-dire que toutes les photographies, les articles de journaux, les transcriptions d'entrevues, je les imprime. Puis j'utilise ça comme des cartes, comme des cartons. J'ai un surligneur, un stylo, je prends des notes, puis je souligne. Puis là, je regarde à ça, puis je prends des notes. Puis je prends des notes, je souligne ça. OK, cette feuille-là, cette histoire-là, il y a cette thématique-là qui va émerger. OK, je mets mes post-it, je rebrasse les cartes. Puis j'essaie déjà d'organiser mes sources en vue de raconter un récit. En me disant, ce sera mon chapitre couvre une décennie ou 2 décennies. J'ai un certain nombre de thématiques que je veux couvrir. Je vais essayer de les organiser et je suis constamment en train de prendre des notes, de souligner des choses, de rebrasser des cartons afin d'arriver essentiellement à une organisation de mes archives qui peuvent être devant moi, inclinées lorsque je suis en train d'écrire. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de connexions qui se font et beaucoup plus d'interprétations qui peut se faire lorsque je suis en train de manier du papier. Puis même, j'ai déjà pris des livres, ben, je l'avais acheté, là, mais où j'ai déchiré les feuilles, là, parce que je voulais que les feuilles soient mobiles, parce que je me suis dit, ce livre-là va être important à plusieurs endroits, puis je veux que les feuilles soient mobiles. Idem pour un état financier ou pour un paquet d'enjeux, je vais écrire la date puis la feuille, mais je veux qu'elle soit mobile pour que je puisse avoir tous les éléments, ou pratiquement tous les éléments, afin d'écrire un premier jet. Puis je trouve que déjà, ça m'aide parce qu'il y a un premier tri d'informations qui se fait à la collecte et à l'impression. Il y a un autre tri qui se fait lorsque je fais la première lecture et il y a un autre brassage qui se fait pendant que je suis en train d'écrire. Parfois, je mets des choses de côté, j'appelle ça mon frigo. Puis, lorsque j'ai l'impression que j'en ai assez ou que les sources, finalement, n'ont pas la même qualité que je pensais, je vais prendre une pause, puis je vais aller me renseigner, je vais aller trouver des sources complémentaires parce que je me suis dit c'est important cette partie-là, mais je ne suis pas satisfait de la qualité de mes sources. Il ne faut jamais hésiter à laisser de côté là, des sources de qualité relativement faibles. On peut toujours en trouver des meilleures, à mon avis. Après que le premier jet est fait, je vais revoir le texte, puis parfois, le premier jet n'est pas le texte final. Parfois, on s'est empêtré trop dans les détails, le texte est trop long, il faut écrire un autre texte au-dessus de notre texte. Et c'est là où l'interprétation mûrit, on fait des choix au niveau des sources, on se débarrasse de notes en bas de page parce que c'est ça, les historiens, on aime beaucoup les citations, les notes en bas de page, on est très méticuleux. Je pense que c'est important au niveau de la méthode, à la fois de pouvoir vérifier nos propres sources et de dire aux gens, en fait, voici où j'ai trouvé l'information. Si vous voulez vérifier mon travail, vous pouvez le faire parce que j'ai suffisamment de références dans mon travail. Puis, je nommerai pas, mais certains historiens très célèbres, qui ne sont pas dans cette salle, mais en tout cas, où j'ai parfois osé vérifier des affirmations étonnantes, j'ai pas pu trouver l'origine de cette information-là. Donc, est-ce qu'il y a eu une distorsion dans l'interprétation qui s'est faite? Moi, c'est ce que j'ai trouvé avec la fiche à l'ordinateur lorsque je prenais des notes à un moment donné et j'arrivais à écrire 1 an plus tard. Je trouvais que j'avais oublié la source et que j'aurais eu envie de la relire. Cette méthode ici, je trouve, me permet de, pendant que la source une première fois, la lire
de façon attentive et ensuite de l'avoir directement devant moi quand je suis en train d'écrire. Puis là, de cette façon-là, c'est comme si j'ai vu la source 3 fois. Je vais me tromper beaucoup moins, je pense, en gardant les sources avec moi le plus longtemps possible dans le processus d'écriture. L'introduction et le premier chapitre sont généralement les plus mauvais parce qu'on est encore en train de... On sait à peu près où on veut aller, mais le récit ne s'est pas révélé encore. Généralement, chapitre 2, 3, ça va aller beaucoup plus facilement. Et ça m'est arrivé souvent de soumettre un manuscrit à une maison d'édition et qu'on me demande de réécrire l'introduction puis le premier chapitre parce que j'avais trop gardé de choses puis que la direction n'était pas tout à fait claire. Rendu à la conclusion, je savais où je m'étais rendu. Mais il fallait revoir, puis repasser, puis retravailler un petit peu le contenu au début parce que le projet avait évolué. Puis on est toujours étonné par ce qu'on trouve dans les archives, puis par la somme des sources qu'on a accumulées. On n'aboutit jamais où on pense qu'on va aboutir. On va être agréablement surpris par certaines sources qu'on n'attendait pas et déçu par des sources qu'on espérait trouver et qui n'existent pas ou qui ne disent pas ce qu'on aurait aimé qu'elles racontent. Lorsqu'on passe à la publication, surtout avec une maison d'édition, c'est très intéressant de recevoir des commentaires d'une lectrice informée. Je dis lectrice parce que c'est souvent des femmes qui font ce travail-là et qui vont miser sur le récit, sur l'histoire racontée. C'est pas juste de l'histoire, c'est une histoire. Donc, on veut que l'histoire, comme afin de le rapprocher un peu là, d'une œuvre littéraire, de trouver une façon de rendre ça intéressant, qu'il y ait une intrigue, qu'il y ait une bonne présentation des personnages, qu'on situe bien le contexte et qu'on élague des détails qui ne sont pas nécessaires. Question par rapport à la méthodologie, parce que sinon je serais prête à passer à la conférence comme telle. On est rendu à quelle heure? 5 minutes de trop, donc on peut dire qu'il est midi et 20. Il est déjà midi et 20. Je voulais vous présenter quelques extraits d'entrevues qui ont été menés dans le cadre de ce projet ici. Pour vous montrer un peu ce que ça donne comme contenu lorsqu'on s'en sert comme source complémentaire. Là, en fait, Jean-Paul Jolicoeur, que vous voyez ici sur sa motocyclette, et il est né en 1941, c'est un enfant du quartier, œuvré chez les Basiliens, a travaillé comme curé de paroisse de la région de Sudbury pendant 50 ans. Il a été curé de Saint-Jean-de-Brébeuf pendant 20 ans. Normand croyait que ce serait un bon témoin à interviewer. Puis effectivement, on s'est parlé pendant 2 heures et demie. De l'arrivée de sa famille pendant la dépression, parce que alors que les mines se développaient à Sudbury, il y a eu beaucoup de Canadiens français qui ont quitté leur terre ou la forêt parce que le prix du bois avait chuté pendant la dépression. Arrivé au Moulin à Fleurs pour trouver un emploi dans les mines parce qu'on vendait beaucoup de nickel outre-mer pendant l'entre-deux-guerres, pendant les 2 guerres mondiales, mais beaucoup pendant les années 1930. Il nous a raconté un peu l'histoire de l'établissement des paroisses, de sa vie dans le quartier. Puis en fait, j'avais trouvé intéressant les nuances qu'il apportait entre le cœur de la ville, Sainte-Anne, le Collège du Sacré-Cœur et le quartier plus ouvrier qui avait émergé, qui avait été constitué à partir des années 30 et 40 surtout. Donc là, je vais sortir l'entrevue. Ça. Ah ben, j'ai pensé à ça, oui. Ouais, là, vous entendez Normand qui est sur la ligne aussi. T'as encore 7 ans avant de prendre ma retraite. Donc, qu'est-ce qui vous attachait à ces communautés-là? Parce que, comme vous le dites, là, vous avez passé beaucoup de temps à Saint-Jean-de-Brébeuf et Sainte-Anne-des-Pins. Bien, premièrement, Sainte-Anne-des-Pins, Sainte-Anne-des-Pins, il faut se dire dans notre tête que c'était une paroisse jésuite quand j'ai été ordonné, OK? Oui. C'était une paroisse jésuite de 1883 à 1967 ou 68. Puis c'était toujours des jésuites qui s'en occupaient. Parce que Sainte-Anne-des-Pins, c'était quand même
le centre de la francophonie, le centre culturel de la francophonie. Oui. Pour les jeunes puis pour les adultes. Il y avait du théâtre, il y avait tout ça d'activités pour les jeunes, il y avait le centre des jeunes avec le Père Gimbal. Il y a beaucoup de couples francophones qui se sont rencontrés là, à Saint-Anne-des-Pins. Oui. C'était la pépinière des francophones. Le lieu où les francophones se rencontraient. Donc, puis moi, étant de Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Anne-des-Pins, c'était aussi loin de ma vie que le Québec qui était d'Ontario. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que la culture ou la mentalité de Saint-Anne-des-Pins n'était pas la mentalité de Saint-Jean-Brébeuf. Donc, vous parlez des différences de classe sociale? Ça aussi. Ça aussi. Mais on aurait dit que c'était pas la. Saint-Jean-Brébeuf, tu avais la GOC. À Saint-Anne-des-Pins, tu avais quelque chose d'autre. C'était pas le même. C'était pas la même population avec laquelle on travaillait. D'accord. Il y avait beaucoup de pauvres à Saint-Anne. J'ai découvert ça pendant mes 10 ans-là. Mais c'était toute une autre mentalité culturelle que Saint-Jean-Brébeuf. Donc, c'est-tu parce que... Je vais vous en jouer un autre. En fait, il y a une distinction entre un quartier avec une certaine... au centre-ville avec certainement, excusez-moi, je pense que l'extrait commence déjà. Oui, c'est ça, clairement, c'est un conseil téléphonique. Et je vais vous parler ça à... curé de la paroisse. Oui, c'est ça. Donc, j'ai aussi interviewé le gérant de la Caisse populaire. En fait, parce que, bon, la Caisse populaire, c'est une institution canadienne-française, donc culturelle, mais aussi, et peut-être surtout, économique. Hein, c'est une caisse d'épargne et de crédit. La caisse du Moulin à Fleurs était celle qui était la mieux capitalisée dans le nord d'Ontario. Pour une raison qu'on ignorait. On voulait comprendre, en fait, comment ces ouvriers-là, semi-qualifiés, ces petits commerçants-là, avaient connu une certaine ascension sociale. Et avec l'ascension sociale, venait aussi le questionnement à savoir si on allait rester dans le quartier ouvrier ou le quitter pour une banlieue plus cousue. Il y avait beaucoup de choses qui étaient documentées dans les traces écrites par rapport à la dévitalisation de ce quartier-là dans les années 1970 et 1980, les tentatives de le remettre sur pied qui n'avaient pas totalement réussi, bien franchement. Mais en fait, on voulait comprendre le rôle que la Caisse populaire avait joué là-dedans. Il y avait des historiques de caisses qui avaient été faites à Sudbury, donc on a pu inclure ces données-là. Et c'est avec ces informations-là que j'ai interviewé Raymond Prévost, qui a été le gérant de la Caisse pendant 30 ans, des années 70 à l'an 2000. Puis je lui posais la question par rapport à l'épargne, puis le départ vers la banlieue, puis ce que ça donnait comme résultat. J'avais entendu parler de ça. Justement, j'ai connu personnellement des gens qui faisaient ça, qui avaient peut-être 6, 7, 8 hypothèques avec des... Il ne faut pas oublier que les maisons n'étaient pas tellement... Les maisons de la fête n'étaient pas tellement chères à ce temps-là. Ça aussi, on parle de... Je prends l'exemple peut-être 3 000 pièces ou 4 000 pièces. Parce qu'il reste tout de même que ce n'est pas des 300 euros comme aujourd'hui. Donc, je dois rajouter que j'espère que je ne me rends pas dans le trou en disant ça, mais c'était... Moi, mes premiers temps dans les caisses populaires, c'est qu'on prêchait pas tellement le crédit, on prêchait l'épargne. Le crédit, on n'encourageait certainement pas le crédit pour acheter des maisons. Il fallait que ce soit des biens durables, peut-être comme... Pas encore, c'est pas c'était à l'occasion du 50e anniversaire de la Caisse Saint-Jean-de-Brébeuf qu'à ce moment-là, la moitié des sociétaires de la Caisse n'habitaient plus le Moulin à Fleurs. Ils étaient dans la vallée ou au niveau de Sudbury, par exemple. Mon impression, je pense que les chiffres sont corrects, mais une fois que les gens déménageaient, souvent les gens gardaient leur compte ouvert. Il y a un temps où on avait fait un calcul où demeurait un calcul. C'est-à-dire, on a reconnu que les membres de notre conseil d'administration ne demeuraient pas une affaire même. C'était
sans nommer les gens, les gens, il y avait un temps où sur un conseil d'administration de 7 personnes, il y en avait peut-être 5 qui demeuraient ailleurs que Moulin-Fon. Et dans les premières années, en fait, c'était défendu. Hein, si tu n'habitais pas dans un territoire, le territoire de ta caisse, tu ne pouvais pas ouvrir. Tu demeurais avec Baron. Il fallait que les demandes soient acceptées par le conseil d'administration de la caisse. Il demeurait, je prends l'exemple de Vac Baron, tu ne peux pas venir ouvrir un compte, à moins que ton compte avait été ouvert avant que tu déménages. Il n'y avait pas d'empêchement là-dessus. Par après, le gouvernement a changé son idée là-dessus parce que c'était devenu un problème. Les gens ouvraient des comptes et donnaient peut-être des fausses adresses. La nuance qu'on est allé chercher, c'est que la Caisse était très bien capitalisée, avait participé à l'exode des gens du Moulin à Fleurs en finançant leurs hypothèques dans des quartiers plus coûteux. Parce qu'on avait de l'argent, on pouvait prêter à des bons taux hypothécaires. Puis, en fait, ça ne coûtait pas grand-chose d'acheter un terrain dans la vallée agricole au nord de Sudbury. On avait participé activement à financer des hypothèques ailleurs. Donc, lorsqu'il y avait une ascension socio-économique, les gens partaient. En partie parce que les édifices, souvent, c'était des logements multiples et ça pouvait coûter, il fallait une mise de fonds importante pour acheter un édifice avec 4 appartements. Ça coûtait moins cher d'acheter un terrain dans la vallée ou de s'acheter un bungalow au niveau Sudbury. Puis la Caisse finançait ces hypothèques-là. Donc, nuance qu'on n'avait pas nécessairement dans les traces écrites de façon aussi explicite. On a commencé à le voir un peu dans l'historique de la Caisse, de son histoire, puis on a pu valider des détails et des informations très importantes avec le témoignage d'une personne critique hein, qui a vu, qui connaissait les finances de tout le monde dans le quartier pendant une trentaine d'années. C'est un témoignage qui était extrêmement précieux. Il a pu nous partager des choses qu'on n'aurait probablement jamais trouvées dans les sources écrites, soit parce qu'elles étaient confidentielles, hein, ça peut être très difficile d'accéder à des données financières d'individus, ou parce qu'un bilan n'avait jamais été écrit. C'est le cas de la tante de Normand. Je vais vous jouer un petit extrait d'elle parce que je vous ai parlé de Carré Villeneuve, c'est à 1h44, où elle parle de son départ pour la vallée. Qui nous ont aidés. Saint-Jean-de-Brébeuf? Oui. OK. À part de la Caisse Saint-Jean-de-Brébeuf. La Caisse a été très importante dans notre vie. C'est eux autres qui nous ont donné la chance d'acheter un bloc appartement. Sans eux, parce que dans ce temps-là, les grosses banques, ils ne voulaient pas prêter à du petit monde comme nous autres. Tu sais. C'est grâce à la Caisse populaire qui ont eu confiance en nous, qui nous ont aidés. Puis, comment dire, t'es-tu un enjeu qu'on n'achetait pas dans le quartier? Et on a acheté un bloc appartement dans le quartier. OK. Mais c'est que les maisons, c'était pas que ce qu'on avait besoin. Tu sais, nos besoins étaient rendus différents. Là. Les enfants grandissaient, on avait besoin de plus de place. Mais il y avait-tu un jugement là, des gens de la Caisse vis-à-vis des gens qui partaient du quartier? Un jugement? Comment tu dis ça? Comme c'était-tu mal vu ou c'était-tu de quitter le quartier? Non, je pense pas. C'est parce que c'est avec eux autres qu'on a bâti notre maison dans Bali aussi. Parce qu'on était sociétaires depuis longtemps. Tu sais, on était connus, ça. Oui. Non, je ne dirais pas. C'était, il essayait d'aider les jeunes familles, tu sais, à progresser un peu. Je pourrais vous montrer d'autres extraits, mais j'aimerais vraiment pouvoir avoir le temps de recueillir vos questions et d'y répondre. Donc, en somme, notre recherche avec la méthodologie dont on a parlé a voulu comprendre comment les tensions socio-économiques entre classe ouvrière et bourgeoisie, ainsi que les tensions nationales entre francophones et anglophones s'entrecroisent en Ontario français, en faisant appel à l'histoire d'un quartier ouvrier très majoritairement catholique et francophone dans un milieu anglo-dominant et qui n'avait pas fait l'objet d'une étude d'histoire urbaine. À cet égard, le Moulin à Fleurs, quartier ouvrier canadien-français de Sudbury, établi au début du 20e siècle, est un laboratoire pour mesurer ce que les intellectuels
Donald Denis et Gaétan Gervais, ayant étudié les franco-suisses de Roy, se sont demandé, est-ce que les solidarités de classe ou bien celles de nationalité qui prédominent? Forcément, notre ouvrage a avancé que les deux intellectuels ont eu à moitié raison dans leurs hypothèses. Au Moulin à Fleurs, il a existé des solidarités et des conflits de classe au sein de la population canadienne-française, ainsi que des solidarités et des conflits de nationalité entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Autrement dit, Gaétan Gervais a raison que l'élite canadienne-française a soutenu le développement institutionnel francophone qui bénéficiait à l'ensemble de la population francophone. Mais cette même élite a eu tendance à quitter le quartier au moment de son ascension sociale et de favoriser le renouveau urbain dans les années 1960 qui consistait à raser un des secteurs. Je vais vous montrer là. Ici, c'est pas le moulin à fleurs qu'on a rasé, mais c'est comme un sous-secteur qu'on avait ici qui s'appelait la rue Borgia, où environ la moitié de la population canadienne-française se trouvait, au profit de routes et de centres d'achat, notamment parce que la population qui avait connu une ascension socio-économique s'était déjà installée dans les nouvelles banlieues. On voulait traverser le quartier en voiture pour aller au centre d'achat ou pour aller dans un autre secteur de la ville. Pareillement, la classe ouvrière canadienne-française a souvent suivi les plans de l'élite, allant de sa volonté de s'installer sur la plaine des Jésuites au début du 20e siècle, où la congrégation vendait des terrains à des migrants canadiens-français à faible coût, jusqu'à la pleine participation des ouvriers à ces institutions, ces écoles de langue française, sa paroisse, le Collège du Sacré-Cœur qui servait à former une élite masculine, et même le journal L'Ami du peuple, écrit par un intellectuel formé au collège, qui s'appelait Camille Lemieux, qui avait une belle plume et travaillait à la mine. Je trouvais que c'était quand même parlant comme témoin de cette époque-là et des dynamiques à l'intérieur du quartier. Or, la classe ouvrière a aussi eu tendance à s'associer à ses ouvriers collègues dans les grèves que l'élite n'appuyait pas toujours à cause de leur impact sur l'économie locale. Puis, cette même classe ouvrière-là a eu tendance à s'angliciser, comme on l'a démontré avec le sondage, mais aussi avec d'autres indices, parce que les activités de vie communautaire dans la Révolution tranquille franco-suédoise, qui se manifestaient par les arts et la création artistique, a eu tendance à s'adresser à l'élite ou aux gens qui étaient instruits avant tout. C'est sûr que c'est une dynamique qu'on voyait à l'œuvre dans le Moulin à Fleurs. Le quartier était à 80% francophone. Il est encore aujourd'hui le secteur le plus francophone de la ville, mais on est à peu près 30% francophone, même si le quartier est demeuré un espace majoritairement ouvrier. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions que vous aurez sur le contenu du livre. Merci beaucoup. Merci Serge pour cette très belle leçon, à la fois d'histoire et de méthodologie historique. En lisant ton livre la première fois, puis encore maintenant en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression de mieux me connaître, hein? Mon histoire très brièvement. Je pense quand même que tu me cites quelque part quand j'avais 18 ans et que j'écrivais des niaiseries. Bon, mais tu as pris position là, par rapport à l'emplacement du Collège boréal. J'ai pris position dessus. Oui, tu pensais que ça allait être au centre-ville. Il faut brûler tout ce qu'on a écrit. Les regrets. Je suis un regret, ça aurait dû. Moi, j'aurais quelques questions, mais j'aimerais peut-être vous céder la parole si vous avez des commentaires, des questions sur quelques aspects que ce soit de la démarche de Serge, soit sur le plan strictement là, méthodologique ou sur l'histoire du quartier, du Moulin à Fleurs, plus précisément. Si j'ai bien compris, il y aurait un autre quartier que ce quartier-là qui serait un quartier francophone d'entrepreneurs et d'indépendants, ou non? Ben, il y avait un sous-secteur ici, Borgia, là, qu'on a aussi, Primauville, c'était plutôt ici, il y a comme des micro-sous-quartiers de quelques rues. Donc, parfois, on s'attarde à ça, mais ça mérite pas nécessairement une histoire qui est indépendante. Mais les francophones, lorsque la plaine des Jésuites était totalement peuplée, puis on a une photo aérienne de 1946 ici, ce qui veut dire que c'est ça, on voit qu'il n'y a plus grand espace, ça c'est un marécage, hein? Donc il n'y a plus grand espace là, pour construire. Ça c'est un terrain de golf. Savais-tu qu'il y avait un terrain de golf pour la faire? Je l'ai lu dans ton livre. OK, bon. il y avait un terrain de golf ici. On a migré vers le nord de la plaine, puis en fait, je pourrais peut-être vous montrer une photo, mais c'est ça, il y avait une région agricole qu'on a appelée le Nouveau-Sudbury, c'était la première banlieue.
qui était à peu près 40% francophone. Donc, il y a eu... c'est ça, c'était un milieu de vie française, mais bilingue en milieu urbain. C'était moins francophone que le Moulin à Fleurs, qui accueillait d'abord des gens qui venaient des communautés rurales, des gens comme ma grand-mère, qui ont quitté la rivière des Français, sont arrivés à Sudbury en 1920, ils ne parlaient pas l'anglais. Des Franco-Ontariens de naissance, là, qui parlaient peu ou pas l'anglais lorsqu'ils sont arrivés à Sudbury, et ils se sont concentrés dans cette région-là. Donc, il y a eu une dispersion de la population francophone, comme la population générale, qui a quitté les quartiers centraux. C'est l'histoire des villes nord-américaines dans les années 50, 60 et 70. Mais est-ce qu'il y a eu une incidence aussi sur le type de vie française qui pouvait exister à l'intérieur d'un espace urbain en milieu minoritaire francophone comme Sudbury? On a perdu l'espace où les anglophones, en partie, apprenaient le français dans la rue par la force des choses. Parce qu'à cause du poids des nombres, on avait un espace majoritairement francophone, ce qui a été le défi. La vallée est restée majoritairement francophone, mais plus du 60-40. C'est pas tout à fait la même dynamique. Au Sudbury, on était en milieu minoritaire, même si une très importante minorité. Puis, souvent, les rapports de force linguistique s'expriment très localement. Et même à Ottawa, je veux dire, c'est pas la même dynamique entre Canada et Orléans, même si dans l'ensemble, on est 15%. La réalité francophone n'est pas pareille là, en fonction du quartier où on habite. D'autres questions, commentaires? Moi, je vais en poser deux peut-être, oui. Au moins. Ce que tu montres encore avec ta conférence et avec le livre, et tu viens de l'évoquer toi-même, c'est toute l'importance de ces quartiers qu'on va qualifier d'ethniques, là, à défaut d'un meilleur terme, même si c'est plus ou moins juste pour qualifier la communauté franco-ontarienne. Mais l'importance, donc, de ces quartiers linguistiques, culturels, quand même relativement homogènes, à la fois sur le plan culturel et sur le plan social, avec toutes les institutions qu'on se donne pour maintenir la vie commune, la vie communautaire, la paroisse, que ce soit Saint-Jean-de-Brébeuf ou Saint-Anne-des-Pins, les deux paroisses un peu en concurrence, les écoles, la caisse populaire, le curé Jolicoeur a mentionné, et vous connaissez très bien la jeunesse ouvrière catholique, vous avez fait votre travail là-dessus notamment, il y a une cellule de la JOC à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf qui a évoqué. Donc, on voit toute l'importance de ces structures-là pour le maintien d'une sorte de communalité, d'une sociabilité, et à partir du moment où ces quartiers-là se voient déstructurés, mais ça a des conséquences très, très larges, hein, non seulement pour les gens qui y habitent, mais pour les gens qui n'y habitent plus. Et ce que tu décris là, c'est aussi l'histoire de ma famille. Hein. Je suis né là en 71, j'ai vécu là 2 ans, mes parents se sont achetés une maison dans le nouveau quartier, un peu plus classe moyenne du nouveau Sudbury, même si on avait quand même des attaches constantes, notre médecin était là et tout le reste, on y retournait tout le temps. Mais bon, c'est vraiment un quartier qui se déstructure et ça porte atteinte aux liens de solidarité communautaire aussi, qui ont beaucoup plus de mal à se maintenir dans ce contexte-là. Puis on ne peut pas empêcher mes parents d'avoir voulu une plus belle maison, ils avaient les moyens un peu plus à partir des années 70. Et donc là, il y a quelque chose d'un petit peu existentiel hein, dans ce phénomène-là de la déstructuration des quartiers. On a vu la même chose ici à Ottawa, hein, la base ville d'Ottawa, autrefois, c'est pas du tout ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Bon, Anne n'est plus là, on a fait un projet il y a plusieurs années sur l'histoire d'Ottawa comme lieu de vie français. D'ailleurs, le livre est là, vous pouvez le procurer si ça vous tente. Mais à la différence du Moulin à Fleurs, la base ville a vraiment été réorganisé, en partie rasé pour en faire une sorte de, c'est le marché bail maintenant, pour en faire une sorte de quartier touristique, alors que le Moulin à Fleurs, malgré sa déstructuration et l'exode, est encore là. Alors qu'on a rasé le quartier Borgia à côté, qui était un autre quartier ouvrier populaire très semblable. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas rasé le Moulin à Fleurs? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça se maintienne? Alors que partout en Amérique du Nord, ces vieux quartiers populaires qui étaient là ont tendance à disparaître.
Oui, puis en fait, je pense que Rodrigue Landry parle aussi là, des éléments qui contribuent au maintien de la langue et de la culture en milieu minoritaire. Il identifie la famille, l'école et la localité comme étant les trois pôles très importants. Mais quand tu as un quartier où la langue normale de communication, c'est le français, c'est un élément qui est très important pour le maintien et la vitalité de cette langue-là. Puis dans les espaces où en fait le français se transmet le plus, en Ontario français, ce sont ces espaces ruraux-là, majoritaires, sauf que jusqu'aux années 1960, on avait des espaces comme ça en milieu urbain aussi. On était majoritaire à certains endroits à Ottawa et à Sudbury, ce qui n'est plus le cas depuis, dans le cas de Sudbury 1991. C'est le dernier recensement où la majorité était francophone Au Moulin à Fleurs. au Moulin à Fleurs. Au Moulin à Fleurs. On est passé de 80 à 30. Il y a de l'assimilation qui entre là-dedans, mais il y a aussi la dispersion en fonction de la classe sociale, beaucoup, hein, lorsqu'on a les moyens, mais pas toujours, comme Mme Carré-Villeneuve qui disait on n'avait pas les moyens de s'acheter au Moulin à Fleurs. Ma grand-mère m'a dit la même chose. On a des récits de vie qui nous disent que les gens ont quitté en dépit d'eux. Bon, c'est parce qu'ils voulaient une hypothèque, ils ne voulaient plus être locataires, on peut pas leur en vouloir. Parce qu'ils étaient venus à Sudbury à l'origine, ou leurs parents étaient venus à Sudbury à l'origine, pour favoriser leur ascension socio-économique, surtout dans les années 30. Donc, la motivation d'origine, en quelque part, a été conservée. On est venu en Ontario, puis très souvent, encore aujourd'hui, il y a des Québécois qui viennent en Ontario pour connaître un certain avancement socio-économique. C'est leur motivation principale. Bien sûr, ils veulent maintenir leur langue et leur culture. Et parfois, ça s'étiole au fil des générations. Donc, je dirais que ce pôle-là était déterminant dans la conservation, de même qu'avec les institutions et les familles, de la langue, de la culture, puis des espaces de sociabilité. Ça s'est déstructuré, donc ça a affaibli la francophonie à Sudbury. Puis pour preuve, on n'avait pas des taux de transfert linguistique très élevés à Sudbury jusqu'aux années 50, même 1960. Avec cette dispersion-là, il y a eu une augmentation des transferts linguistiques. Pas ceux de l'Ouest canadien, pas ceux du sud de l'Ontario non plus, mais ça a commencé à augmenter. Quand on vit en milieu hyper minoritaire, ça a une incidence. C'est pas possible, je pense, de s'en tenir qu'à la famille et l'école. Il faut que le français existe ailleurs. Effectivement, on apprenait, et les anglophones, comme tu disais, apprenaient le français dans la rue parce que, par la force des choses, c'était un quartier franco-dominant et c'était les anglophones qui étaient minoritaires. Ils n'avaient pas le choix pour survivre. Quand je faisais la liste des familles canadiennes françaises, j'ai dû dire, c'est des Bradley, c'est un nom irlandais, mais c'est des Canadiens français. Les Kingsley, c'est des Canadiens français. Donc, il y avait des noms irlandais qui, à cause du catholicisme, souvent avaient marié des Canadiennes françaises. Ma mère est une Shields. C'est un prénom, c'est un patronyme irlandais. Voilà. J'en aurais une autre pour revenir un petit peu, t'entendre encore sur la question de base, la question de départ. Oui. C'est-à-dire qui a alimenté ta réflexion, en fait, votre démarche. Vous êtes deux, on parle beaucoup de Serge, mais aussi Normand Carré, qui est le co-auteur du livre et qui t'a évoqué à quelques reprises. Tu as évoqué ce débat entre Gaétan Gervais et Donald Denis. Peut-être pour préciser un peu, tu l'as dit, hein, deux chercheurs à l'Université Laurentienne, Donald Denis, sociologue, Gaétan Gervais, historien, ceux qui font le séminaire sur la francophonie ontarienne et canadienne avec moi à l'hiver. Vous allez lire ces textes-là. Donald Denis, c'est un sociologue marxiste orthodoxe, hein, et très critique à ce moment-là. En tout cas, aujourd'hui, il s'est révisé un peu, mais dans les années 70 et 80, très critique du nationalisme canadien-français ou franco-ontarien. Le discours sur l'identité linguistique culturelle des franco-ontariens, c'est de la frime, c'est de la poudre aux yeux. Les ouvriers, les franco-ontariens sont majoritairement ouvriers et c'est leur identité de classe, leur conscience de classe qui doit l'emporter. Toutes ces élucubrations sur l'identité linguistique, nationale et culturelle des franco-ontariens, c'est une invention de la bourgeoisie de la classe moyenne franco-ontarienne qui cherche à étouffer leur conscience de classe. Donc, les ouvriers franco-ontariens sont des ouvriers d'abord et avant tout. Pour dire en un mot. Et ensuite, il y a Gaétan Gervais, donc l'historien, nationaliste, c'est un bon terme probablement pour le décrire, qui dit, non, au-delà des fractures sociales, il existe une identité linguistique, politique, culturelle, nationale, aurait-on pu dire à une autre époque, qui transcende toutes ces divisions. Et donc là, l'avenir de la collectivité franco-ontarienne repose sur sa capacité à se construire une identité culturelle
forte par le biais de l'autonomie institutionnelle, de la complétude institutionnelle que vous connaissez bien. Donc, les ouvriers franco-ontariens sont plus franco-ontariens qu'ouvriers. Ils disent essentiellement le contraire. Et là, j'aimerais que tu reviennes sur, bon, là, c'est un peu la question, et là, c'est un beau laboratoire, le quartier du Moulin-à-Fleur, parce que c'est un quartier ouvrier, populaire et majoritairement canadien-français. Oui. Et c'est quoi encore la réponse que tu apportes à cette question-là? Qui a raison, qui a tort, et comment est-il tranché? Ben, je pense, est-ce qu'il faut un pourcentage? Non, je pense que les deux sont des demi-vérités, hein, qui décrivent incomplètement les dynamiques sociales à l'œuvre. C'est-à-dire que les identités peuvent être multiples. On peut être ouvrier et fier franco-ontarien, et femme, et catholique, et Sudburois. Je pense qu'il peut y avoir l'identité, c'est personnel. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qu'on exprime envers un projet collectif. C'est pas toujours la même chose. Le sentiment d'appartenance et l'identité personnelle, je pense qu'il peut y avoir des nuances. Puis on voit dans ce cas ici, le cas de Camille Lemieux, je veux dire, il est tellement fascinant. Formé au Collège du Sacré-Cœur, mais il va travailler à la mine. Mais pendant son temps libre, il tient un journal qui est hyper proche des positions d'Henri Bourassa, notamment pendant la guerre. Il a été corrompu par tous les profs nationalistes du Collège du Sacré-Cœur. Oui. Tu dis corrompu. Oui. Entre guillemets. Il a été formé au nationalisme. C'est un Lemieux de Saint-Charles. Il y avait une plume magnifique. Il est décédé à 35 ans. Sa veuve a poursuivi son œuvre jusqu'à ce que le diocèse crée un journal concurrent qui s'appelait L'Information, qui l'a un peu étouffé. Journal beaucoup plus conservateur, un peu anti-ouvrier. Puis Donald Denis, pour le situer dans son contexte, là, il écrit son texte en 1978, a été journaliste au Voyageur. Nouveau journal un peu conservateur, très catholique, qui n'appuie pas, qui appuie le renouveau urbain à l'aveuglette, qui est mené par Baxter Ricard, un homme des médias de l'élite canadienne-française, qui est très prospère. Et on ne se pose pas du tout de questions dans ce journal-là par rapport à l'impact des gens qui sont déracinés. Là, j'aurais pu prendre le temps pour jouer l'extrait de Normand Glaude qui est déraciné. Il y a des vulgarités là-dedans aussi, là, je vous aurais averti, mais en tout cas, si on a quelques minutes à la fin, je le ferai. Mais on voit très bien qu'il y a une partie des décisions qui se prennent au sein de la communauté francophone qui ne collent plus à la réalité ce qu'on pourrait appeler la Révolution tranquille, ou la Révolution sereine, ou le mouvement du Nouvel-Ontario des années 1970, et qui servent, je pense, à étouffer ou à camoufler cette conscience de classe-là. Puis moi, je pense que Donald Denis parle de cette expérience-là lorsqu'il écrit son texte en 78, alors que Gaétan, qui est un homme des institutions du Collège du Sacré-Cœur, il a enseigné un an là, mais il a fait ses études à l'Université d'Ottawa aussi. Je pense, il a été formé au Moulin-à-Fleur. Hein. Gaétan a déménagé du Moulin-à-Fleur, je crois, en 1954 vers le Nouveau-Sudbury, je crois, mais il a commencé son primaire au Moulin-à-Fleur. Mais ses préoccupations étaient plus politiques que sociales, si je ne me trompe pas, Gaétan, en partie. Avec une certaine interprétation du rôle structurant des institutions. Puis c'est pas à nier, on le voit dans l'histoire du Moulin-à-Fleur, la paroisse dessert des gens avec des défis sociaux, économiques, certainement. La Caisse populaire fait de même. L'élargissement des écoles catholiques de langue française favorise leur avancement social, tout comme les cours de secondaire qui sont offerts gratuitement jusqu'à la 10e année à l'école Saint-Louis-de-Gonzague et au Collège Notre-Dame. Il y a beaucoup d'institutions propres à la communauté qui favorisent l'avancement social et socio-économique des familles ouvrières. Et en même temps, si on est capable de se permettre une plus belle maison ailleurs, la question se pose. Est-ce qu'on reste ou on quitte? Puis c'est le cumul de tous ces choix-là individuels qui a un impact sur cet espace-là qui a existé comme milieu majoritaire francophone dans une ville en pleine expansion au milieu du 20e siècle. Puis ça, c'était fascinant parce que c'est moins évident aujourd'hui quand on visite ce quartier-là. De toute cette richesse-là, de ce tissu social-là,
des tensions aussi avec les autres quartiers. Il y a vraiment une profondeur impressionnante à la vie de quartier et à ces histoires-là des familles ouvrières qui s'engageaient envers la question franco-ontarienne aussi. J'en ai pas rencontré vraiment qui étaient des ouvriers totalement indifférents envers la question franco-ontarienne ou des franco-ontariens qui n'avaient aucune préoccupation vis-à-vis de la question économique. Si on voulait faire une conclusion simple et on voulait dire que Donald Denis avait raison, on va dire, ben oui, l'élite a quitté le moulin à fleurs. Voilà. Ils veulent aller avoir des voisins un peu plus riches. Ben oui, des solidarités de classe qui prédominent. Ce serait une façon très étroite d'interpréter l'histoire du moulin à fleurs, mais on pourrait faire cet argument-là. En même temps, le centre-ville demeure le cœur institutionnel de la francophonie là-bas. La place des arts qu'on a érigée en 2022, elle est au centre-ville. Il y a des écoles primaires, des écoles secondaires, certains services de la communauté qui sont encore dans ce cœur historique-là. Et ils desservent beaucoup de monde qui n'ont pas tous le même statut socio-économique. Je pense que les solidarités de langue et de culture existent aussi. Je suis toujours confronté au défi de ne pas donner raison à tout le monde, en tout cas. C'est ça qu'on voit. Écoute, Serge, merci beaucoup donc pour ta présence. Intervention. Donc, merci de votre présence également. Si vous avez le temps, je vous invite à vider toute la nourriture qu'il y a de votre côté pour que ça reste en personnel. Gardez-vous, fréquentez-vous. Et sinon, on se revoit le prochain, même heure, même poste. Merci.